Hollywood a passé 30 ans à répéter à Mark Dacascos qu'il n'était pas assez bon. Puis, en 2019, il débarque dans John Wick chapitre 3 Parabellum et en 5 minutes à l'écran, il fait passer toute l'industrie pour des amateurs. À 55 ans, il incarne un chef sushi reconverti en assassin fanboy de Keanu Reeves. Dacascos livre ce que les critiques ont qualifié de plus grande surprise du film, une performance absolument parfaite. Le long métrage engrange 326 millions de dollars au box-office. Enfin, il reçoit les honneurs qu'il mérite. Mais voici ce que personne ne dit. Il a toujours été aussi bon. La seule chose qu'on lui a refusée, c'est de jouer son propre rôle. Un premier rôle masculin qui se trouve être asiatique. Voici l'histoire d'un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait le plus à Hollywood, la bonne couleur de peau au bon moment. Le 26 février 1964, à Honolulu, Hawaï, Mark Dacascos ne choisit pas les arts martiaux. Ce sont eux qui l'ont choisi avant même qu'il sache marcher. Son père, Al Dacascos, est une figure légendaire des arts martiaux philippins, fondateur du Woon Hop Kuen-Do, un style hybride mêlant kung-fu, karaté et jiu-jitsu en une discipline totalement nouvelle. Sa mère, Morita, porte en elle du sang irlandais et japonais, ainsi que le traumatisme familial des bombes sur Hiroshima. Sa belle-mère, Malia Bernal, est une combattante primée qui l'entraîne aux côtés de son père. Ce n'est pas une famille qui s'amuse, c'est une dynastie qui forme sa relève. Dès 7 ans, Mark remporte des tournois contre des adversaires 2 fois plus âgés. À 18 ans, il accumule des titres dans des disciplines que la plupart des gens peinent à nommer. Karaté, kung-fu, avec une discipline mentale que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. La famille déménage sans cesse. Hambourg en Allemagne, il apprend l'allemand, domine les circuits européens. À 17 ans, il part seul à Taïwan étudier le kung-fu Shaolin et le mandarin. Vit dans des temples, s'entraîne jusqu'à l'épuisement pour se reconstruire plus fort. Il devient champion d'Europe de kung-fu en catégorie légère. Il étudie le Muay Thai auprès de champions thaïlandais, la capoeira avec le maître Amen Santo, apprenant cet art brésilien qui fusionne danse et combat mortel. Il maîtrise le Woon Hop Kuen-Do, il parle plusieurs langues. Il est exactement ce que Hollywood prétend vouloir. Talentueux, dévoué, multilingue, prêt pour la caméra. Son héritage mixte, japonais, philippin, espagnol, irlandais, chinois, aurait dû le rendre polyvalent. Au lieu de cela, il le rend invendable. Le directeur de casting de Wayne Wong le repère dans la rue à San Francisco. Il voit une star de cinéma. Il y a quelque chose dans sa démarche, sa confiance, son visage taillé pour l'objectif. Il le caste dans Dim Sum, A Little Bit of Heart, un film sur les dynamiques familiales sino-américaines. Il se prépare comme pour un tournoi. Il étudie le script, creuse le personnage, donne tout. Ces scènes sont supprimées du montage final. Par raccourci, effacées complètement. Bienvenue à Hollywood, gamin. Première leçon, tu es remplaçable avant même de commencer. Le producteur Haim Saban développe Bioman, une version américaine d'une série japonaise de super-héros. Mark est casté en Victor Lee, le Ranger Rouge. Pas un second rôle, pas du comic relief, le leader, le héros, celui qui élabore les plans et sauve la situation. En 1986, cela ferait de lui le premier super-héros adolescent asiatique américain à la télé. Imaginez ce que cela signifie. À l'époque, la représentation asiatique à la télé américaine se limite à Mr Miyagi ou Long Duc Dong. Stéréotype et faire valoir. Dacascos aurait été autre chose. Un jeune héros athlétique, charismatique, que les enfants américains pourraient admirer. Le pilote est tourné, il est bon. Kitsch comme toutes les adaptations tokusatsu, mais fun, énergique, pile ce qu'il faut. Saban le pitch à tous les grands networks pendant 5 ans. NBC passe, CBS passe, ABC passe, Fox passe. Tous. Les retours sont toujours vagues, corporate, mais le sous-texte clair. Le public américain n'acceptera pas un gamin asiatique en héros. Peu importe le travail d'équipe, l'action solide, le pédigré de Saban. Il regarde Victor Lee et voit un risque qu'il refuse de prendre. Dacascos ira plus tard avec sa diplomatie habituelle, personne n'a eu le courage de tenter le coup. Traduction, personne ne voulait d'un Asiatique à la tête d'une équipe de super-héros et personne n'osait l'admettre. Puis arrive 1993. Saban reprend le concept, recaste tout avec un nouvel ensemble où le personnage asiatique n'est plus le leader, renomme en Mighty Morphin Power Rangers et regarde la série exploser en phénomène mondial multimilliardaire qui envahit les cours de récré, vend des millions de jouets et lance une franchise toujours active aujourd'hui. Sans lui. Pensez-y.
Une génération entière d'enfants asiatiques américains aurait pu grandir en voyant quelqu'un qui leur ressemble diriger une équipe de super-héros, prendre les décisions difficiles, sauver le monde. Au lieu de cela, Hollywood a dit non, puis a empoché des milliards avec le même concept mais un visage différent. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas du timing, c'est une porte fermée avec un panneau de « pas pour toi » pendant que quelqu'un d'autre passe et s'enrichit. Dacakos prend ce qu'il peut. Universal Studios l'embauche pour jouer le jeune Conan dans un spectacle live au parc à manier des épées en plastique pour les touristes. Travail honnête, pas pour ça qu'il s'est entraîné toute sa vie. Apparition dans General Hospital, un policier avec 3 lignes, Doogie Howser, figurant qu'on rate en un clin d'œil. Ses débuts en 1990, Angel Town, direct to Ideo, un thriller martial que personne ne voit. Puis 1993, Only Strong. Pendant un instant, ça semble réel. Il joue Lewis Stevens, un ex-Green Beret qui revient dans son ancien lycée de Miami, envahi par les gangs et la violence. Sa solution, enseigner la capoeira aux jeunes en difficulté. Le film montre tout ce qu'il sait faire. Athlétisme, présence à l'écran, capacité à porter des scènes émotionnelles entre les combats. Fox le sort dans les salles, de vraies salles, puis zéro marketing. Largué dans quelques villes, il meurt dans l'indifférence. Un an plus tard, Double Dragon le met en duo avec Scott Wolf dans une adaptation de jeu vidéo qui aurait dû être du fun kitsch. Les critiques l'éreintent, le box-office est catastrophique. Les deux films disparaissent. Mais la vérité que personne ne veut admettre, ni l'un ni l'autre n'a échoué à cause de Dacakos. Only Strong parce que Fox ne l'a pas promu, Double Dragon parce que le script était nul et le studio 100 fois. Ils échouent parce que les studios ne savent pas marketer un lead asiatique masculin. Ils le castent, le larguent sans soutien, puis montrent les chiffres. Vous voyez, les leads asiatiques, ça ne marche pas. Prophétie autoréalisatrice déguisée en recherche de marché. Des années plus tard, après que John Wick lui ait enfin apporté la reconnaissance mainstream, il décrit les retours qu'il recevait dans les années 90 et 2000. Je suis japonais et irlandais de côté de ma mère, chinois, espagnol, philippin de côté de mon père. Je n'étais pas assez asiatique, pas assez blanc, pas assez hispanique. C'était très difficile. Relisez. Son identité réelle, mixte, américaine, authentique, était le problème. Hollywood ne voulait pas de gens réels d'origine complexe. Il voulait des stéréotypes classables dans des cases. Il l'utilise comme un porte-manteau ethnique. Gangster chinois dans China Strike Force, assassin japonais dans Crying Freeman, moine thaï dans CSI, warrior iroquois dans un film français d'époque. Chinois, japonais, thaï, espagnol, polynésien, amérindien, ce qu'il faut. Un critique l'a résumé en 2013. Hollywood traite les acteurs asiatiques comme interchangeables. Pas juste que chinois et japonais se ressemblent, un asiatique à la peau un peu plus foncée peut jouer les deux, plus amérindien. Si t'es vaguement ethnique, tu joues n'importe qui. Dacakos accepte tous ses rôles parce qu'il le faut. Refuser, c'est ne pas manger. Peut-être que le prochain sera le bon. Les factures ne s'intéressent pas à ta dignité. Le loyer ne se moque pas de l'authenticité. En 2001, le réalisateur français Christophe Gans tourne Le Pacte des loups, Brotherhood of the Wolf, un film d'action-horreur d'époque au XVIIIe siècle en France. Il caste Dacakos en Mani, un guerrier iroquois allié mystérieux du protagoniste. Le rôle est complexe, physique, émotionnel, exige du vrai jeu entre les combats. Dacakos excelle. Le film est un phénomène en Europe. Plus de 70 millions de dollars mondiaux, énorme pour un film français en langue originale, il reçoit plusieurs nominations au César. Dacakos décroche une nomination aux Saturn Awards pour le meilleur second rôle. Les critiques américains qui le voient le louent, les audiences européennes l'adorent. Ça aurait dû être son breakthrough hollywoodien. Les studios américains auraient dû voir ce succès international et se dire « peut-être qu'on s'est trompé sur ce type ». Hollywood hausse les épaules. À la place, il joue le méchant Slick dans Cradle to the Grave en 2003 face à Jet Li. Le film associe Lee à DMX. Personne ne se souvient de l'intrigue, mais les combats sont bons. Dacakos tient tête à l'un des plus grands artistes martiaux du monde. 56 millions au box-office. Encore une preuve qu'il peut rivaliser avec des stars établies. Encore, rien ne change. Le message est clair. Tu peux soutenir des stars blanches ou des stars asiatiques établies. Tu peux être le méchant, le sidekick, le meilleur ami qui meurt héroïquement. Mais mener un film toi-même, non. Quand Food Network lui propose Iron Chef America en 2005, il dit oui sans hésiter. Que faire d'autre ? Les films d'action ne l'appellent plus pour des leads. Il a la quarantaine, passé l'âge où Hollywood donne des secondes chances. Il a une femme, Julie Condra, rencontrée sur Crying Freeman, mariée en 1998. Des enfants à nourrir. Il a besoin de stabilité. Le rôle est absurde sur le papier.
le chairman, neveu théâtral de l'hôte original japonais, président des compétitions culinaires avec une intensité dramatique. C'est compi, exagéré, volontairement ridicule. C'est aussi un emploi stable, 7 ans, plus de 200 épisodes, bien payé, visible. Mais ça détruit ce qui reste de sa crédibilité action. Il n'est plus le type qui ne décroche pas de lead, il est le gars de l'émission de cuisine. L'industrie qui refusait de le prendre au sérieux en star d'action a désormais l'excuse parfaite, il est devenu une curiosité. Les films B continuent. Maximum Impact, Operation Rogue, Ultimate Justice. Des titres si génériques qu'ils semblent sortis d'un algorithme. Il bosse, les crédits s'accumulent, les opportunités, non. De 2010 à 2020, rôle récurrent de Woo Fat dans le reboot Hawaii Five-O sur CBS. Pendant 10 ans, il est le cerveau criminel, l'ennemi juré de Steve McGarrett, le méchant que le héros blanc bat en finale de saison. Travail substantiel, stable, mais encore le rôle du vilain, pas du héros qui sauve la mise. Entre 2 épisodes, il passe d'une série genre à l'autre. Mortal Kombat Legacy, Kung Lao dans la web-série adorée des fans hardcore, Kamen Rider Dragon Knight, Agents of S.H.I.E.L.D., rôle récurrent de Mr. J.E.R.A., un Inhuman manipulant le métal, 8 épisodes oubliés de tous sauf des complétistes Marvel. Bonne performance à chaque fois. Les fans de genre l'adorent. Hollywood mainstream ne remarque rien. En 2016, à 52 ans, après 30 ans dans le métier, il réalise enfin son premier film, Showdown in Manila. Après 30 ans devant la caméra à prouver sa valeur sous toutes les formes, il passe enfin derrière. Et même là, il continue les cours de comédie, s'entraîne chaque semaine avec Patsy Rodenberg, la coach vocale et théâtrale britannique qu'il suit depuis 17 ans. Quand on lui demande pourquoi il prend encore des leçons après 30 ans, sa réponse dit tout. J'ai fait de la compétition en arts martiaux pendant 12 ans et on s'entraînait toujours avant les tournois. Il traite ça toujours comme un tournoi. Préparation, perfection, croyance que si on est assez bon, l'industrie finira par voir. Il n'a pas compris, ou a compris, mais refuse d'accepter que le problème n'est pas le talent, ça ne l'a jamais été. Début 2019, Chad Stahelski l'appelle pour un petit rôle dans John Wick chapitre 3. Puis il dit « En fait, je veux top grader en Zero, l'antagoniste principal. On tourne jeudi. » C'est dimanche. Dacakos a moins de 1 semaine pour préparer le plus grand rôle de sa carrière. À 55 ans, 3 jours pour se préparer. Mercredi, il rase sa tête. Jeudi, il est sur le plateau à 8711 Action Design, entraîné avec les meilleurs castadeurs du monde. Zero est écrit comme un assassin pro embauché par la High Table pour éliminer John Wick. Classique vilain, dangereux, compétent, mortel. Mais Dacakos lit le script et voit autre chose. Zero n'est pas juste en chasse, il admire Wick. Une réplique, je suis fan. Il va voir Stahelski et Reeves, et si on poussait plus loin? Et si Zero n'avait pas juste du respect pro, mais un vrai fanboyisme? Et s'il était mortellement sérieux pour tuer Wick, tout en étant complètement starstruck? Ils lui font confiance, il en fait de la magie. Dans un film plein de séquences d'action incroyables et de talent à liste, Mark Dacakos vole les scènes. Le moment où Zero s'assied sur un canapé avec un Wick blessé, en train de fanboyer, « Je vais devoir juste reprendre mon souffle, je te rattrape John », tout en planifiant de reprendre le meurtre, devient l'un des moments les plus mémorables de la saga. C'est bizarre, c'est parfait. Ça rend Zero encore plus dangereux. Les critiques qui ne le connaissaient pas, soudain ne parlent que de lui. The Ringer écrit « Les gens qui ont fait le film comprennent comment utiliser Mark Dacakos mieux que n'importe qui ne l'ait jamais compris. Il le laisse être enthousiaste et fan, mais d'une façon qui le rend encore plus effrayant, plus féroce, plus jouissif. » Une autre review le dit parfait dans le film, la plus grande surprise. John Wick 3 Parabellum rapporte 326 millions dans le monde. À 55 ans, Dacakos est enfin dans un film que les gens voient, avec un budget qui compte, dans une franchise mémorable. Dans les interviews, il est d'une honnêteté rafraîchissante. J'étais très honoré et absolument extatique d'avoir l'appel de Chad, parce que lui et Kenyu ont créé ce monde. Être dans un projet avec autant de diversité culturelle est inspirant et plein d'espoir, pour représenter les Asiatiques avec tant de co-stars, combattants, acteurs, stunters asiatiques, c'était fantastique. Pour une fois, il n'est pas le seul visage asiatique dans un cast blanc. Pour une fois, la diversité n'est pas un risque à minimiser. Pour une fois, le film célèbre son cast international au lieu de s'en excuser. De 2023 à 2025, reconnaissance tardive. Introduction au Hall of Fame du Martial Arts History Museum à 59 ans. Black Belt Hall of Fame, Martial Arts Entertainment Award, Legion World Film Festival lui remet le Bruce Lee Award pour son influence durable sur les arts martiaux au cinéma. À 61 ans aujourd'hui, il est plus occupé que jamais.
Voix dans Blue Eye Samurai sur Netflix, série animée sur un samouraï mixed race au Japon féodal, rôle régulier dans la saison 3 de Warrior, Kickboxer Armageddon confirmé pour 2025, Legend of the White Dragon 2024. Il gagne du respect, du travail, de la reconnaissance. 20 ans trop tard pour changer la trajectoire de sa carrière. Imaginez si Only the Strong avait eu un vrai soutien marketing en 1993, pas largué mais promu. Imaginez si Brotherhood of the Wolf avait convaincu Hollywood en 2001 de lui donner un gros projet américain. Il venait de porter un film à 70 millions international. Imaginez s'il avait été le Ranger Rouge en 1986, le premier super-héros asiatique américain vu par une génération à la télé. On ne peut pas l'imaginer, parce que ça n'a pas été. Et la raison n'a rien à voir avec le talent, la dédicace ou la valeur de Mark Dacascos. Ce n'est pas une histoire de triomphe sur l'adversité par le travail acharné. Il bossait dur depuis le premier jour, dédié dès 4 ans, champion d'Europe ado. C'est l'histoire d'une industrie qui a gâché un talent générationnel parce que son visage ne collait pas à leur idée étroite du héros. Pendant qu'il perfectionnait son art, prenait des leçons, restait prêt, Hollywood donnait des rôles principaux à des acteurs avec la moitié de ses compétences et le double des opportunités. Pendant qu'il enchaînait les direct-to-video, des acteurs blancs moins entraînés devenaient stars d'action dans des franchises majeures. Pendant qu'on lui disait qu'il n'était pas assez de n'importe quelle ethnie, l'industrie castait des blancs en rôle asiatique en disant « ça passe ». Mark Dacascos n'a pas battu la politique hollywoodienne, il l'a survécu. Et survivre n'est pas triompher, c'est refuser de mourir quand tout est conçu pour tuer votre carrière. À 61 ans, toujours en entraînement, toujours au boulot, toujours en cours, toujours avec une discipline de tournoi pour chaque rôle, il a prouvé ce que l'industrie n'admettra jamais. Il a toujours été assez bon. Les rôles n'étaient pas là, les opportunités sont allées à d'autres, le système était truqué dès le départ. Et combien d'autres n'ont même pas eu sa chance tardive? Combien d'acteurs asiatiques américains talentueux ont regardé le paysage des années 90-2000, vu le mur que Dacascos frappait sans cesse et décidé que ça n'en valait pas la peine? Combien ont tout donné et n'ont pas percé, parce que les murs étaient trop hauts et leur résilience a fini par s'épuiser? Dacascos est l'exception, celui qui a tenu assez longtemps pour attraper la vague quand les mentalités ont commencé à changer. Mais il n'aurait pas dû être exceptionnel juste pour avoir une chance équitable. Il n'aurait pas dû attendre 30 ans pour une vraie opportunité. C'est un vol, 30 ans de carrière prime gaspillés. Volé par une industrie trop lâche pour le marketer correctement, trop paresseuse pour voir au-delà des stéréotypes, trop confortable avec le statu quo pour prendre un vrai risque. Ils ont pris ses meilleures années, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, quand on fabrique les stars d'action, et lui ont donné des miettes. Ils l'ont habillé en toutes les ethnies sauf la sienne. Ils en ont fait le méchant, le sidekick, le guerrier exotique, tout sauf le héros. Ils l'ont gaspillé. Et quand il a enfin eu son moment dans John Wick à 55 ans, avec plateforme, budget et confiance créative, il a prouvé ce que tout le monde aurait dû savoir en 1993. Il a toujours été aussi bon. Ils ne l'ont juste jamais laissé le montrer. Si cette histoire d'un talent immense freiné par un système biaisé vous a touché, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On continue à explorer les destins cachés de légendes oubliées ou maltraitées par Hollywood en révélant les vérités chocs derrière leur carrière. Activez la cloche pour ne rien manquer. La prochaine va vous scotcher. Dites-nous en commentaire quelle star mal aimée ou sous-estimée vous voulez qu'on décortique. La vérité est toujours plus dingue que les rumeurs et on ne fait que commencer à gratter la surface.